Bonsoir ou rebonsoir à tous. Bienvenue donc pour ce troisième temps de notre soirée Penser ce qui nous arrive, organisée par la Revue du Crieur et accueillie dans l'église Saint-Eustache. Église Saint-Eustache où se trouve le tombeau de Jean-Baptiste Colbert, qui, pour la petite histoire, fut profané pendant la Révolution française. Donc on dit qu'il ne reste que les jambes du célèbre ministre de Louis XIV dans le tombeau qui se trouve de l'autre côté de cette nef. Ministre qui était fameux, vous savez, pour son amour du travail et son aversion vis-à-vis de l'oisiveté, au point qu'il envisagea de faire travailler les enfants dès l'âge de 6 ans, au motif que c'était l'oisiveté des premières années qui déterminait les travers du reste de la vie. Je me suis permis ce petit détour par l'histoire, non seulement parce que le tombeau de Colbert est pas loin, mais surtout parce que aujourd'hui les mutations du travail sont telles que certains y voient un retour profond en arrière, tandis que d'autres pensent qu'on est à l'aube de l'autonomie numérique, de la flexi-sécurité heureuse et de l'uber-réussite, pour reprendre un slogan qu'on trouve en ce moment sur les murs de nos villes. Donc, pour discuter de ce que pourra être le travail de demain, j'ai convié pas moins de 3 invités. Dominique Méda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine, titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi et politique sociale au Collège d'études mondiales. Rien que ça, je ne vais pas citer tous vos livres, mais on peut dire qu'il y en a beaucoup sur le travail. Il y en a un aussi qui s'appelle La mystique de la croissance. Vous les retrouverez, ainsi que les livres de nos autres invités, sur la table de la librairie. À vos côtés, Jean Auroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'ancien ministre du Travail de François Mitterrand. Vous avez donné votre nom aux lois Auroux, qui ont révolutionné le droit du travail et qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité, on va dire. Vous avez également publié il y a peu de temps un livre d'entretien qui s'appelait Jean Auroux, l'homme des lois. C'était aux éditions du 1er mai. Et pour finir le tour de table, enfin de table basse, Stéphane Carcillo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur de la chaire Sécurisation des parcours professionnels à Sciences Po, et vous aviez notamment signé récemment un livre avec Pierre Cahuc qui s'appelait Améliorer l'assurance chômage. C'était paru logiquement aux presses de Sciences Po. Alors, puisqu'on a voulu pour ce troisième temps quelque chose d'un peu prospectif, quel travail pour demain, évidemment on est dans l'actualité de la loi El Khomri, mais j'avais envie de faire à votre suggestion, Dominique Méda, un petit tour de table de qu'est-ce que ce serait pour vous, qu'est-ce que va être pour vous le travail dans, je sais pas, une décennie, disons. Merci de cette question. En fait, moi, j'étais il y a 20 ans, en 1995, j'avais été rapporteur du rapport Boissonnat qui s'appelait « Le travail dans 20 ans ». Et donc, on imaginait ce que serait le travail en 2015. Il y avait un certain nombre de propositions, dont d'ailleurs une proposition de réduction du temps de travail, forte réduction du temps de travail, avec une large place laissée à la formation. Bon, ce qu'on peut dire. Et puis, il y avait aussi une proposition très intéressante de contrat d'activité pour essayer d'éviter les périodes de chômage, pour essayer d'éviter que les personnes ne passent par des périodes de chômage. Donc, on encastrait le contrat de travail dans un grand contrat d'activité. Bon, rien de tout ça n'a été fait. Alors maintenant, est-ce qu'on peut se projeter à nouveau dans 20 ans? J'ai envie de dire, pour aller assez vite, qu'il y a 2 scénarios qui sont en vogue aujourd'hui, qu'on entend un peu tout le temps. Un premier scénario qui est le scénario proposé par l'OCDE dans les années 90, qui nous dit que pour conserver de l'emploi dans les pays développés, il faut baisser la protection de l'emploi, c'est-à-dire il faut plutôt supprimer les salaires minimums, ou alors vraiment essayer que les salaires minimums n'augmentent pas trop, et puis réduire fortement les protections de l'emploi, c'est-à-dire tout ce qui organise le licenciement. Ça, c'est un scénario très en vogue. Et puis il y a un deuxième scénario qui est le scénario de la reconversion écologique, où là, on nous dit que demain, ça va être, malgré quelques petits soucis, merveilleux. Pourquoi? Parce que même si on va supprimer la moitié des emplois, le travail changera de nature, on aura une amélioration, beaucoup de valeurs créées,
on sortira du salariat et ce sera formidable. Alors, il me semble que ces deux scénarios très en vogue sont évidemment porteurs d'immenses risques. Et moi, j'aurais bien envie d'essayer d'en promouvoir un troisième. Le scénario qui allierait à la fois la reconversion écologique, une espèce de grande relance de l'activité au niveau européen, donc pas une relance de n'importe quoi, une grosse relance sur la reconversion écologique qui va nous permettre de faire face à tous les défis écologiques en face desquels on se trouve, couplé à une réduction du temps de travail et à une augmentation, un grand plan de requalification et de formation. Alors, bien sûr, ces trois scénarios, ils arriveront selon ce qu'on fera. Donc, à nous de tout faire pour que ce soit le troisième qui voit le jour plutôt que les deux autres. Jean Auroux, votre scénario à vous? Il n'y a pas de scénario écrit a priori. Je voudrais rappeler une anecdote. Quand Mitterrand m'a demandé d'être ministre du Travail en 81, je lui ai fait observer, j'étais professeur de lettres, que je n'étais pas juriste. Et il m'a dit justement, je ne veux pas un juriste. Alors, je suis désolé pour les juristes qui sont dans la salle. Il m'a dit, vous êtes maire d'une ville ouvrière, c'était Roanne, vous connaissez le monde du travail en direct. Vous trouverez les juristes pour rédiger et pour mettre en place vos documents. Et je n'ai pas perdu de vue cette orientation. Dans les lois actuelles sur le travail, on a commencé par des commissions d'éminents juristes. Et après, on s'est aperçu qu'il existait des syndicats et on est allé les chercher. Donc, on a fait exactement à l'envers. Par contre, j'ai essayé, par ce dialogue, d'essayer d'introduire la démocratie dans le monde économique. C'est là où le pouvoir économique est le moins démocratique de tous. Le pouvoir économique n'est pas partagé ou n'est pas équitablement partagé. Donc, en renforçant les institutions représentatives, comités d'entreprise, CHSCT, etc. Mais j'ai aussi déjà à l'époque fait une réduction des temps de travail. C'était les 39 heures, la réduction sur la semaine. La 5e semaine de congés payés, la réduction sur l'année, et la retraite à 60 ans, qui était la réduction du temps de travail sur la vie. Alors, il y a eu d'autres étapes par la suite, mais effectivement, avec la robotisation, on aura des questions à se poser. La question que je pose, moi, enfin le principe, c'est qu'il faut le faire pour et avec les intéressés. Et je suis contre le système up-down des gens qui pensent à votre place. C'est la même chose que le taylorisme pour l'organisation du travail. Il y a le bureau d'études qui pense et les salariés qui le font. Il y en a qui pensent le travail sans le faire et les autres qui le font sans avoir à le penser. Eh bien, il faut casser cette logique-là. Alors, sur le reste, quel travail demain ? Donc il y aura forcément une réduction du temps de travail parce que la robotisation, les performances économiques, techniques sont importantes. Par contre, je pense qu'il restera toujours du salariat dont on peut organiser et améliorer grandement la pratique démocratique. Cela dit, j'avoue que j'ai une confession à faire. Je regrette qu'après mes textes, qui sont une coproduction législative avec les salariés, avec les syndicats, avec les formations progressistes et les partis de gauche, je regrette, je m'attendais à un développement de l'adhésion syndicale. Et c'est le contraire qui s'est passé. Enfin, pas le contraire, mais on est... Et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe parce que je pense que, on en a parlé tout à l'heure, il y a des initiatives pour l'intelligence collective, le travail partagé, la réflexion partagée. Et puis, quand on regarde concrètement, je sais que c'est pas toujours facile d'être responsable syndical, mais c'est pas normal qu'en France, on ait moins de 8% de syndiqués au total. C'est une vraie préoccupation pour ce que j'appelle la démocratie économique. Alors, sur le reste, je pense que il y a un élément qui me préoccupe beaucoup, c'est les nouvelles dépendances économiques des plateformes numériques, l'ubérisation. Je vais même jusqu'à appeler dans certains cas la formule de pronétariat, parce qu'ils sont quand même en situation de subordination par rapport
au titulaire de l'algorithme, enfin du titulaire de la plateforme numérique, derrière laquelle il y a quand même des personnes et souvent du profit. Donc je pense que là, il faudra qu'on soit très attentif. Il y a le problème de la dépendance d'une nouvelle manière, donc d'une subordination. Il y a le problème de l'harmonisation fiscale et de l'harmonisation sociale aussi par rapport aux salariés. Donc là, il y a des questions fondamentales. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est la réforme de l'organisation du travail et notamment en matière d'environnement et d'énergie. J'ai l'habitude de dire que ce soit pour les hommes ou pour l'environnement, qu'il faut transformer nos problèmes en emplois. Et là, il faut le faire. Et puis la dernière chose que je voudrais dire qui est plus politique, je pense que la gauche, elle peut être dans ses principes généreuse pour redistribuer et frileuse pour créer. On a une gauche qui est un peu boiteuse, pour ne pas dire unijambiste. On veut bien redistribuer, mais on est peu allant pour créer des entreprises, des emplois, des activités. J'étais la semaine dernière à Niort. Niort, 50 000 habitants. 5e place française en matière financière. Parce que là, il y a quelques années, au moment où des militants progressistes, je ne sais pas s'ils étaient socialistes, communistes ou autres, des artisans ont créé la MAF, des instituteurs ont créé la MAIF, des élus ont créé la SMAC, la mutuelle des collectivités locales. Ça représente des milliers d'emplois et des milliards de chiffres d'affaires. Où est la gauche créatrice aujourd'hui? Je la cherche. Cela dit, j'ai créé des emplois moi aussi dans ma ville, notamment dans le secteur social. Sur 120 communes, eh bien, on est monté à 600 emplois pour des aides à la personne dans toute la gamme possible. Donc là aussi, il faut, au lieu de toujours protester, il faut peut-être aussi créer. Alors, on va revenir à ces questions, notamment effectivement sans doute à l'ubérisation, qui devient aujourd'hui une des manières de penser, enfin en tout cas de vivre le travail, mais je préfère terminer ce tour de table avant. Vous, Stéphane Carcillo, de votre point de vue, le travail demain, il ressemble à quoi? Moi, je suis économiste, donc je vais adopter une posture beaucoup plus économique. Il y a des forces très puissantes qui façonnent l'emploi et qui ont façonné l'évolution de l'emploi depuis les 30 dernières années. Et ces forces très très puissantes sont toujours à l'œuvre et même s'amplifient. Et je pense que c'est à partir de ces forces-là qu'il faut essayer de penser l'avenir de l'emploi. Alors moi j'en vois, on va dire pour simplifier, 3. La première de ces forces, c'est le progrès technologique et l'intensification également du commerce international qui l'accompagne. C'est un peu les deux faces d'une même pièce. Ce progrès technologique, chez nous, en fait, il favorise très fortement l'emploi qualifié, les emplois assez qualifiés, les personnes qui ont des diplômes, parce que ce sont des métiers dans lesquels on innove, on conçoit des produits nouveaux qu'ensuite on va exporter. Et ce progrès technologique, nos pays développés, en fait, on se spécialise dans ces emplois extrêmement qualifiés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'emplois moins qualifiés, parce que ce progrès technologique génère beaucoup de richesses. On vit en fait beaucoup mieux aujourd'hui économiquement. Je me focalise uniquement sur l'aspect économique. Nos revenus ont considérablement augmenté depuis 30 ou 40 ans, de manière continue. On vit vraiment beaucoup mieux. Et ça vient du fait aussi qu'on a des emplois qui sont plus productifs, dont la productivité a augmenté. Et en fait, cette productivité génère également des besoins croissants en termes de services, parce qu'on a simplement plus de moyens également, et donc on a plus de besoins et de capacité à se payer des services. Et donc les emplois dans les services se développent également de manière considérable. Ce sont les services à la personne, c'est le déplacement, c'est les livraisons à domicile, etc. Ce sont parfois aussi des services très qualifiés. C'est le fait d'aller plus souvent chez le médecin, de pouvoir faire appel à des avocats, etc. Et c'est vrai que ce progrès technologique et cette mondialisation ont en revanche conduit à la destruction d'emplois
l'histoire n'est pas que merveilleuse. La destruction d'emplois, c'est les emplois du milieu, les emplois qui étaient routiniers, automatisés, qui n'étaient pas encore automatisés, mais qui sont devenus automatisables grâce aux ordinateurs et aux machines. Et donc ces emplois du milieu, ces emplois routiniers, ont peu à peu et vont continuer à disparaître parce qu'ils vont être remplacés par des machines au profit du développement d'emplois dans les services et d'emplois très qualifiés. C'est ce qu'on appelle la polarisation des emplois. Et cette polarisation aux deux extrêmes, c'est-à-dire les emplois très qualifiés d'un côté, les emplois de service moins qualifiés de l'autre, mais qui sont plus difficilement remplaçables par des machines parce qu'ils impliquent beaucoup de relations humaines. Eh bien, cette polarisation, elle survient en France, mais elle survient aussi dans les autres pays développés. Donc ça, c'est une très forte tendance, à mon avis, qui va continuer à guider le développement de nos emplois. La deuxième force très importante, je dirais que c'est la nature du progrès technologique actuellement, qui est un progrès technologique lié à la circulation de l'information. Et cette capacité à faire circuler l'information de manière très rapide permet aussi à beaucoup de personnes de devenir entrepreneurs. Alors que hier, il était difficile de pouvoir lancer son affaire parce qu'on n'avait pas forcément accès à une base de clientèle rapidement, parce qu'il fallait s'abriter derrière une enseigne pour garantir la qualité du produit ou du service rendu. Grâce à la circulation de l'information via les smartphones ou sur les ordinateurs, on peut très facilement accéder à des clients potentiels et les clients potentiels peuvent très facilement vérifier la qualité du service rendu et du coup, il y a de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat et dans le travail indépendant de cette manière-là. Et puis je dirais la troisième grande tendance, c'est le vieillissement de nos sociétés. En France, on a la chance d'avoir un taux de natalité qui est le plus élevé, un des plus élevés en Europe. Je crois d'ailleurs maintenant le plus élevé cette dernière année en Europe. Malgré ça, on ne renouvelle pas complètement le solde démographique. On a une population qui vieillit lentement, ce qui veut dire qu'aussi on a des besoins qui vont évoluer, aussi des manières de travailler qui vont évoluer. Les besoins, c'est que simplement on va avoir des besoins en termes d'accompagnement et de santé dans les services qui vont être croissants. Et puis également, on va avoir besoin d'accompagner l'allongement de la vie active. Et il va y avoir également, à mon avis, de plus en plus de formes de travail à temps partiel, pas forcément subies, mais également choisies. Je crois que ces trois grandes tendances font que dans les années à venir, on va avoir de plus en plus d'emplois dans les services qui, c'est vrai, s'accompagnent de formes de travail souvent différentes du salariat standard en CDI. Les emplois dans les services, c'est plus souvent des contrats à durée déterminée, c'est plus souvent du temps partiel, c'est vrai. On va avoir un peu plus également d'emplois indépendants, mais malgré tout, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que à la fois le salariat et aussi le contrat à durée déterminée continuera malgré tout à rester la norme. Et je pense qu'il faut continuer à penser comment on adapte nos normes pour faire en sorte que les gens qui sont dans les formes de travail non standards qui se développent puissent vivre correctement de leur emploi. Et en même temps, il faut continuer à avoir un cadre qui est propice au développement de ce contrat à durée indéterminée qui doit rester le socle de notre société. Alors on va explorer les différentes pistes, enfin peut-être pas toutes que vous avez lancées, mais moi du coup j'ai envie assez de poser une question liminaire, c'est qui décide aujourd'hui de ce que sera le travail demain et question subsidiaire, qui doit en décider ? Est-ce que c'est purement les actionnaires et le capital? Est-ce que c'est la loi et le politique? Est-ce que c'est les représentants des salariés, quand il y en a, quand on est encore dans le salariat, Dominique Méda? Justement, une tendance que Stéphane Carcio a peut-être pas mentionnée, c'est l'intense financiarisation du monde, des sociétés aujourd'hui, avec un effet quand même extrêmement fort sur le travail, c'est-à-dire des pressions que ces capitaux qui se promènent font peser sur le travail avec des exigences de rentabilité toujours plus élevées. Ça, c'est avec cette libération qu'il y a eu à partir des années 85, quand même, notamment pour notre pays, avec sans doute un ensemble de conséquences qui n'avaient pas été prévues. Mais on a en quelque sorte lâché des sortes de monstres qu'on n'arrive plus aujourd'hui à faire rentrer dans leur boîte. Et donc, ils font véritablement pression sur le travail. Alors, il y a aussi
raison, quand on essaye de s'interroger sur les acteurs qui pèsent, en effet, il y a ces fonds de pension, tous ces capitaux, et il y a le fait que nos législations, les législations du travail notamment, sont restées complètement nationales. Donc vous avez aujourd'hui des grandes entreprises transnationales extrêmement puissantes qui s'amusent à mettre les législations nationales du travail en compétition les unes avec les autres, et à martyriser complètement les territoires. C'est-à-dire, bon, on se souvient de Conti et de Goodyear, et de la manière dont ils ont organisé l'étouffement de leurs filiales françaises, en n'investissant plus, en s'occupant plus de leurs usines, comment les salariés se sont battus contre ça, et puis comment, ensuite, en effet, ils sont partis ailleurs, en faisant, je crois, l'année suivante, je ne sais plus, 2,5 milliards de bénéfices. Donc, on a là des acteurs extrêmement puissants, des fonds de pension, des capitaux, des grandes entreprises transnationales qui imposent en effet aujourd'hui leurs lois à nos pays sans que nous puissions nous en défendre. Donc je crois qu'à la fois contre cette force et puis contre la force d'un progrès technique et d'une sorte de déterminisme technologique par lequel on pourrait être saisi, il faut absolument qu'on résiste à ça. Et pour résister à ça, je crois qu'on est obligé de passer, alors certainement à un niveau supérieur, enfin en tout cas s'intéresser à la responsabilité de ces grandes entreprises transnationales. Il y a un très beau livre qui a été écrit par Suppiot et Delmas Marty récemment qui s'appelle « Prendre la responsabilité au sérieux » et qui se demande comment on va exiger de ces grandes entreprises qu'elles assument leurs responsabilités quand elles vont dans les pays en voie de développement produire avec des conditions sociales ou environnementales épouvantables. Et Suppiot rappelle dans un article très récent qui vient de faire quelque chose de très intéressant, il rappelle qu'en 1948, il y a une charte qui a été signée juste après la déclaration de Philadelphie, la charte de la Havane, mais qui n'a pas été ratifiée. À cause des Américains, d'ailleurs. Absolument, à cause des Américains. Et que cette charte mettait en place une organisation internationale du commerce qui était chargée notamment de viser toujours le plein emploi dans les différents pays. Il fallait essayer en permanence d'accéder au plus haut niveau d'emploi possible et aux meilleurs revenus possibles pour les travailleurs. C'était d'ailleurs aussi Beveridge dans ses rapports qui nous disait ça. Et pour ça, il fallait mettre en place des tas de conditions, par exemple surveiller sa balance des paiements, etc. etc. Et une monnaie. Voilà. Et c'est ça qu'il faut. Alors, faut-il un grand accord international ou faut-il d'autres manières pour mettre ces grandes entreprises au pas, en quelque sorte? Je crois que c'est absolument là-dessus qu'il faudrait travailler, au lieu, je me permets une toute petite pique, au lieu, comme le fait quand même la loi El Khomri aujourd'hui, d'interdire aux juges d'aller vérifier l'état des autres, du groupe, un grand groupe international, au lieu d'obliger le juge à regarder juste ce qui se passe en France et en lui interdisant d'aller voir quelle est la santé du groupe, ce qui semble quand même absolument invraisemblable. Jean Euroux, il y a quelque temps, là, justement, au moment des vastes mobilisations contre la loi El Khomri, je crois que c'est Le Monde qui titrait que le poste de ministre du Travail était devenu le job le plus ingrat de la République. Est-ce que vous, quand vous avez été ministre du Travail, ça a été votre sentiment? Et plus sérieusement, la question que ça pose, c'est qu'est-ce que peut encore le politique? Qu'est-ce que peut la loi? Parce qu'on voit bien qu'il y a une tension. On sait bien qu'il y a effectivement des choses qui concernent le monde du travail qui doivent être laissées à la négociation collective dans l'entreprise, à condition que ces entreprises soient démocratisées et que les salariés aient aussi un vrai pouvoir. Alors, je répondrai à votre question. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Dominique. D'abord, je vous invite tous à lire l'accord de la Havane. C'est quelque chose qui est d'une actualité extraordinaire, non pas parce qu'il y a eu des visites, mais parce que c'est une grande occasion manquée qui était liée à la fin prévisible de la guerre. La deuxième chose que je confirme, c'est l'arrivée des fonds de pension. L'honnêteté me commande de dire qu'en 81, quand j'ai pris mes fonctions, les fonds de pension, notamment américains, n'avaient pas le poids qu'ils ont pris depuis. Et j'avais encore en face de moi, même si on m'accusait de mettre des soviets dans les entreprises, etc., encore un patronat physique, si j'ose dire. Alors que ces fonds de pension, ils sont apatrides, anonymes et spéculatifs.
Et c'est un vrai problème pour poser là-dessus. Et quand les lois en rajoutent, pour la petite histoire aussi, Mitterrand m'avait demandé en juillet 81, pour notre premier sommet européen, de préparer un document, un mémorandum sur l'espace social européen, pour essayer d'harmoniser ou au moins d'organiser des convergences sociales et peut-être aussi fiscales plus tard. Et donc là, ma prestation a duré à peu près un quart d'heure parce que ils étaient pas 28 à l'époque. J'ai été vraiment maltraité. Enfin, il y avait des communistes au gouvernement, j'étais socialiste et barbu, ancien professeur, donc l'horreur absolue pour les libéraux européens. Alors pour répondre à votre question, c'est sans doute un des ministères les plus extraordinaires, les plus passionnants qui puissent exister. D'abord, moi, j'aime pas entendre parler des ressources humaines. Je parle des relations humaines. Les ressources, pour moi, dans une entreprise, c'est l'eau, le gaz, l'électricité, les matières premières. Je me permettais de ne pas mettre l'homme dans la même catégorie. Et l'homme et la femme, hein, dans la même catégorie. Et c'est vrai que mais c'est extrêmement difficile parce que la France est un pays qui n'est pas forcément facile à gouverner dans sa diversité. Cela dit, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et j'ai passé le temps qu'il fallait, il y avait un contexte aussi, une majorité, etc. On a passé le temps qu'il fallait pour faire ce que j'ai appelé une espèce de coproduction législative où chacun a pu retrouver un peu de ses attentes. Il est vrai qu'en 81, il y avait eu 23 ans sans alternance. Donc, ça crée des conditions favorables à vous. Alors, moi, on a dénoncé. Donc, je pense on peut faire des choses. Et puis, si on n'est pas d'accord, moi, il y a eu des. Mais sur cette question de l'équilibre entre la loi et la négociation, est-ce qu'il y a un juste barycentre à trouver? Et où se situerait-il? C'est toujours difficile parce que il y a des postures entre chacun. Par exemple, certains syndicats, je vais dire, hein, on est entre nous, si j'ose dire, la CGT ou FO sont plutôt pour la loi d'une manière générale qui doit réglementer, qui apporte l'égalité, l'uniformité et pour tous les salariés. D'autres syndicalistes comme la CFDT sont plus portés sur la politique contractuelle. La CGC aussi. Et donc il faut trouver le point. Moi, ma philosophie, et qui n'a pas changé, j'ai plus de fonction élective maintenant. Et puis j'ai pas pantouflé nulle part, hein, je vous mets à l'aise, donc j'ai l'esprit extrêmement libre. Je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont de nature législative pour créer à la fois la cohésion, l'égalité fondamentale. Et après, il y a des déclinaisons par des politiques contractuelles, notamment des conventions collectives par branche d'activité, qui sont utiles pour les salariés, qui créent une homogénéité des statuts, mais aussi pour les entrepreneurs, puisque ça évite des concurrences déloyales. Et c'est ce que je crains dans ce qui se prépare. C'est si on a un code du travail par entreprise, je suis pas sûr que... Alors, je suis sûr que des salariés vont pas y gagner, mais je sais aussi que des chefs d'entreprise vont payer la note aussi, parce qu'ils trouveront toujours quelqu'un qui sera allé plus loin dans le retrait. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut que chacun soit convaincu de trouver c'est une question de réglage. Par contre, il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué et qui pèse sur le chômage et sur la vie des entreprises, c'est le poids des consommateurs. Parce que celui qui commande dans l'entreprise, c'est le client. Avant même le patron. Il y a l'actionnaire, mais pour les milliers de PME, c'est le client. Or, le client n'est pas toujours... j'emploie une formule souvent, on cherche low cost. Mais le low cost pour le client, ça fait la low life pour le producteur. Donc là aussi, on a tous une part parfois de responsabilité. Quand on fait casser un devis à la baisse, là aussi, on pèse sur l'emploi d'une certaine manière. Donc, c'est pas la seule responsabilité des syndicats, du patronat et d'un gouvernement, de quelle que soit sa couleur, qui pèse aussi sur la vie économique.
Et puis ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on... Mais alors ça m'a fait plaisir parce que je sais qu'il y a cela, il y a quand même maintenant un esprit d'entreprise qui s'est créé dans la jeunesse et qui est un élément encourageant. Moi j'étais prof dans un lycée technique, c'était tout à fait étonnant, les terminales, ils voulaient passer un BTS après être contremaître, comme on disait à l'époque, et après monter sa boîte. Alors, et ça, c'était quelque chose qui existe encore, qui revient, mais ce n'est pas forcément l'esprit de nos très grandes écoles, qui souvent dit je vais sortir avec un bon diplôme, puis je vais essayer de trouver une bonne place et puis de m'installer. Et pourtant, ça devrait être eux les premiers à avoir l'esprit d'entreprise. Par rapport, Stéphane Versilo, à ce que vous disiez tout à l'heure, et donc par rapport aussi à ce que viennent de dire Dominique Méda et Jean Auroux, à savoir que effectivement, on est dans un capitalisme de plus en plus financier, de moins en moins industriel, et que donc ça change les rapports de pouvoir, mais qu'il y a aussi d'autres types d'actions qui agissent sur ce qu'est le travail et l'emploi, par exemple, aujourd'hui le rôle des consommateurs, qui n'était pas le même. Comment est-ce qu'on fait, si c'est possible, pour que ces évolutions économiques, financières, technologiques que vous évoquiez tout à l'heure ne se transforment pas en ère de précarité généralisée? On se souvient de la fameuse phrase de Laurence Parisot, alors patronne du MEDEF, expliquant que la vie était précaire, l'amour était précaire et que donc le travail pouvait tout à fait être précaire, comme si c'était quelque chose qui devait devenir naturel. Comment est-ce qu'on peut à la fois incorporer ces changements de pouvoir et ces changements technologiques sans que ça condamne les gens à une précarité ou une dégradation généralisée du travail? La première chose que je voudrais dire, c'est que le capitalisme financier a eu des excès, d'ailleurs, qu'on a vu dans la dernière crise, et qui n'est pas facile à réguler, et qui est certainement aussi un des moteurs de l'évolution de nos emplois. Mais il y a aussi tout simplement le commerce international qui est un énorme moteur de nos emplois et dont nous avons considérablement profité également. Le côté positif du commerce international, c'est que on a pu accéder à des biens très peu chers, ce qui nous a permis aussi d'investir et de pouvoir mieux vivre aussi et de se payer des biens beaucoup plus chers. Le commerce international, c'est quelque chose qui enrichit considérablement les pays qui y participent, à condition de pouvoir s'adapter aussi aux nouvelles formes d'emploi que ça génère. On est tous effectivement très contents de pouvoir acheter plein de jouets à nos enfants à Noël, et ces jouets sont très peu chers, et je pense qu'il y a 40 ans, on ne serait pas capable d'offrir le même niveau. Aujourd'hui, il y a un mouvement justement qui arrête d'acheter des jouets chers venant de Chine pour acheter des jouets en bois venant du Jura. Mais c'est parce qu'on est devenu suffisamment riche quelque part pour pouvoir retourner à ces jouets de qualité sans en diminuer forcément la quantité. Bref, le commerce international est aussi une force extrêmement puissante qui nous enrichit aussi. Ça nous enrichit aussi parce que lorsque les entreprises étrangères viennent s'installer en France, elles sont en concurrence avec les entreprises françaises et elles poussent les entreprises françaises à innover et à être meilleures. Et ce phénomène de concurrence entre les entreprises est aussi quelque chose qui augmente la productivité de nos emplois et de nos entreprises et nous enrichit. Cela étant, évidemment, l'enjeu, c'est de pouvoir s'adapter à cette forme de concurrence, à cette ouverture à l'international. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir faire en sorte qu'on conserve des protections tout en permettant aux entreprises de s'adapter à ces règles du jeu international. Et pour pouvoir permettre aux entreprises de s'adapter à ces règles du jeu, il faut que les règles du jeu soient claires et que les entreprises puissent anticiper les tenants et les aboutissants de leurs décisions. Il faut également que les salariés puissent s'adapter aux nouvelles formes d'emploi et il faut que lorsqu'ils perdent leur emploi, ils aient une véritable forme de sécurité. Alors ça veut dire jouer sur 3 types de politiques. D'abord, s'assurer que l'assurance chômage, ce soit quelque chose de véritablement sécurisant, qu'on ait un véritable accompagnement pour les personnes qui perdent leur emploi, et aussi qu'on ait un accompagnement ou une sécurité pour les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, lorsqu'on est entrepreneur ou indépendant, on n'a aucune assurance chômage. D'ailleurs, les droits en général sont bien plus faibles que lorsqu'on était salarié.
Notre système de sécurité sociale est très peu adapté à cette nouvelle forme d'emploi. Il faut repenser une partie des droits pour permettre aux jeunes entrepreneurs ou aux jeunes travailleurs indépendants de pouvoir avoir une carrière et éventuellement passer du salariat au travail indépendant. Le deuxième aspect très important, c'est la formation professionnelle. Il faut qu'on puisse accompagner les personnes qui doivent changer d'emploi parce que simplement l'usine a fermé ou que leur entreprise a décidé de se repositionner sur un secteur plus porteur. Et la formation professionnelle en France, beaucoup de moyens sont mis sur la table. Il y a plus de 30 milliards qui sont dépensés chaque année en France pour la formation professionnelle. 30 milliards, c'est pratiquement autant que le budget de l'enseignement supérieur, c'est la moitié du budget de l'éducation nationale, donc ce sont des montants tout à fait considérables et on n'a pas beaucoup d'idées de l'impact de cette formation professionnelle parce que on manque de certification des opérateurs de formation et on n'évalue pas l'impact des formations sur les trajectoires professionnelles des gens qui en bénéficient. Et donc, on a d'énormes marges d'amélioration pour faire en sorte que tous ces milliards servent véritablement à remettre les gens sur la bonne voie. Et enfin, la troisième voie, à mon avis, d'amélioration, c'est ce que propose la loi El Khomri. Excusez-moi, donc je ne suis pas d'accord de ce point de vue. Enfin. Je pense que la loi El Khomri est une loi... La chance que les gens qui étaient là tout à l'heure soient partis. Voilà. Mais je pense que la loi El Khomri propose une vraie réforme structurelle en voulant notamment... Il y a plusieurs aspects dans cette loi, mais je vais parler de l'aspect sur les licenciements. On entend souvent que cette loi veut flexibiliser et faciliter les licenciements. En fait, cette loi, à mon avis, veut sécuriser les licenciements en clarifiant les règles. Clairement, dans cette loi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la clarification aujourd'hui de ce qu'est un motif économique. Pour une entreprise, aujourd'hui, licencier pour un motif économique, c'est extrêmement incertain parce que les règles du Code du travail sont très peu claires et la jurisprudence n'a pas cessé de changer au cours des 10 dernières années. Ce que ça a fait, en fait, c'est que la part des licenciements économiques, depuis 20 ans, a été divisée par 4. Non pas parce que les entreprises se sont merveilleusement portées depuis, mais parce qu'elles ont systématiquement contourné une réglementation qui n'était pas claire. Et elles l'ont contournée en utilisant le licenciement individuel, souvent en invoquant des motifs qui n'étaient pas justes, ce qui génère beaucoup de contentieux au prud'homme de manière justifiée, ou alors en utilisant la rupture conventionnelle et aussi en utilisant de plus en plus le CDD. C'est pas quelque chose de très très sain. Parce que beaucoup d'emplois devraient tout simplement être modifiés ou changés ou parfois supprimés pour des motifs économiques. Et aujourd'hui, on trouve des motifs alternatifs qui ne sont pas forcément les bons. Alors, cette loi, elle vise à dire simplement que lorsque une entreprise fait des pertes pendant 6 mois ou lorsque son chiffre d'affaires diminue pendant 1 an, elle peut engager une procédure de licenciement économique. C'est pas particulièrement plus flexible qu'avant, mais c'est simplement qu'avant, il y avait des juges qui considéraient que 2 ans, il fallait au moins 2 ans de baisse du chiffre d'affaires pour faire des licenciements économiques, puis des juges qui considéraient que 6 mois, ça suffisait et qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Là, on a mis la balance au milieu, mais au moins les règles sont claires et ça permet aux entrepreneurs et aux entreprises de savoir exactement où est-ce qu'elles portent quels seront les coûts de leurs décisions. C'est extrêmement important pour la prise de risque des entreprises. Et il y a un autre aspect, enfin un dernier aspect qui est très important à mon avis dans cette loi, c'est le fait de pouvoir adapter aux conditions des entreprises la réglementation grâce au dialogue social. Le dialogue social en France est un vrai problème. Il est de très mauvaise qualité. La France a le taux de syndicalisation le plus faible des pays riches de l'OCDE. Ce qui s'explique aussi par le fait que le Code du travail fait plus de 3000 pages. La loi a pris le pas sur tous les aspects de la vie en entreprise, aux dépens du dialogue social. Et cette loi vise à pouvoir redonner du dialogue social, ce qui est extrêmement important aussi pour améliorer les relations dans l'emploi qui malheureusement en France sont pas très bonnes. Voilà, donc je pense qu'il y a un ensemble de règles qui peuvent changer la donne en France et il faut continuer à améliorer notre réglementation. Alors, je ne peux pas ne pas réagir là, parce que là vraiment,
Bon, alors, S'il vous plaît, s'il vous plaît. sur le code du travail, parce que là aussi c'est quelque chose qui revient sans arrêt, je vous demande simplement de regarder, vous prenez sur Internet, vous demandez le nombre de pages des 60 codes qui existent en France. Je vous conseille le code de procédure pénale, le code des assurances, le code général des collectivités locales. C'est là que vous avez 1,50 m de code, l'autre avec sa jurisprudence, il est aussi bien. Et puis je peux vous dire que les salariés, ils le connaissent. Alors que je ne suis pas sûr que les citoyens connaissent le code de procédure pénale, etc. Donc ça, c'est un faux procès permanent qui est vraiment, que je trouve un peu méprisant vis-à-vis du monde du travail, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des patrons. Sur le reste, sur excusez-moi, mais sur le problème vous avez évoqué d'un mot les indemnités de prud'homme. Alors on dit elles sont abominables et d'abord tous les conseils des prud'hommes ne consomment pas des années pour faire leur réponse. Ma femme est conseillère prud'homme dans Rhône-Alpes et donc je sais il y a des références. On n'a pas fait de barème, mais ils se tiennent compte, les juges, les jurés. Et c'est quand même une justice, alors pour le coup, qui est démocratique, puisqu'il y a les deux partenaires qui sont là. Est-ce que ça va être un progrès de faire mettre un juge et de limiter? Et il y a quelques cas où il y a eu des indemnités atypiques, mais le reste du temps, les choses sont raisonnables, parce que justement, il y a les deux partenaires. Alors on a une justice qui est partenaire, qui est paritaire. Ça m'ennuie beaucoup qu'on la remette en cause et faire venir de l'échevinage, c'est-à-dire des juges en plus. On n'en a pas assez pour le reste de la société. Comment on va pouvoir faire pour les alimenter? Et puis pour le problème de la flexibilité des entreprises. Mais moi, je sais bien, je suis maire, j'ai été maire pendant un certain nombre d'années d'une ville moyenne, Roanne, textile, etc. J'ai vu ce que c'était. Et c'est vrai que selon la demande des clients, le taux de commande n'est pas le même. Et il y a des jours avec ou... Et alors, il n'y a pas de flexibilité? Si, il y en a. D'abord, dans mes lois, j'avais créé la modulation, notamment pour le textile, parce qu'il y a des saisons. Mesdames, vous connaissez bien ça, les saisons des collections. Donc, il y a des coups de feu, comme on dit, puis il y a des périodes plus tranquilles. Bon, on a fait ça. On veut prolonger maintenant sur plusieurs années. Je pensais que sur un an, c'était déjà pas mal. Je n'ai pas interdit l'intérim, Dieu sait si elle a explosé, mais c'était le limiter au remplacement et au renfort. Là aussi, ça existe, et ça a explosé. Il y a le temps partiel. Hein. Il y a quelque chose aussi, alors j'ai l'impression que parfois les gens ne savent pas les choses. Il existe, et j'en ai créé, et je l'ai même créé à cette époque-là, ce qu'on appelle des groupements d'employeurs. C'est des employeurs d'une même branche qui créent une société, qui embauchent des salariés et j'ai bientôt fini, et qui embauchent des salariés qui ont un CDI et qui sont ventilés selon les besoins de leurs adhérents. Ça existe. Vous avez le détachement de salariés, d'une boîte à l'autre. Vous avez même maintenant des grandes entreprises d'intérim qui font des CDI intérimaires. Donc, qui permettent aux salariés d'avoir un statut social correct, mais simplement d'être plus mobile en termes d'emploi. Donc là, je pense que on avait déjà suffisamment de souplesse, si on veut s'en donner les moyens, sans dire, ben voilà, ma solution c'est simple, c'est j'évacue la personne et puis je me protège, etc. Non, il y a d'autres solutions. C'est pas simplement de l'idéologie. Ce que je propose, c'est du pratique, et ça existe. Mais alors, on a l'impression, pour débattre un petit peu, que la France a la solution miracle dans ce domaine-là. Alors, quand je regarde, moi j'ai regardé la réglementation dans les pays européens. La France est le seul pays européen à ne pas avoir de barème d'indemnité au prud'homme. Le seul. Alors on a voulu mettre en place... Tous les pays n'ont pas des prud'hommes aussi. Hein. Non, mais tous les pays européens ont des tribunaux pour le travail. La France est le seul. Et pourquoi? Simplement parce qu'il faut des règles claires. D'abord, une sanction d'un employeur en cas de licenciement non fondé, c'est une sanction. Et comme toutes les sanctions dans les autres codes, il faut qu'il y ait un plafond. Et dans les autres pays, il y a un plafond. Alors, on a fait disparaître cette proposition de la loi, et la France restera une exception dans ce domaine. Le fait qu'aujourd'hui, au prud'homme,
contrairement à ce que vous dites, il y a une incertitude incroyable dans les indemnités qu'on peut percevoir. J'ai regardé la base Jurica avec des dizaines de milliers de décisions. J'ai regardé le montant qu'on percevait au prud'homme. Quand on a entre 2 et 5 ans d'ancienneté aujourd'hui, au prud'homme, on peut percevoir, lorsque le licenciement n'est pas fondé, on est salarié, entre 1 mois de salaire et 20 mois de salaire. Bah oui, ça dépend des situations. Eh bien non. Non mais Il y a pas attendez, de non, situation qui Attendez, s'appelle- 1 mois de salaire Non, mais et ça- 20 bah, mois de salaire. mais heureusement. Mais non, pas heureusement. C'est une injustice considérable parce que j'ai regardé les arrêts. Rien ne justifie la différence. Mais Il y a les une différence entreprises- d'appréciation qui est considérable, qui génère même pour les salariés. Il faudra un minimum, et même pour les salariés, qui génère une incertitude considérable. Et donc vous êtes ça, pour c'est que tout le monde ait 20 mois de salaire, c'est ça? je suis que pour tout le monde et une indemnisation qui soit prévisible à l'avance. De la même manière, On va laisser après Dominique Méda répondre. oui, mais de la même manière sur le motif de licenciement économique, à la suite des réformes qui ont eu lieu en Espagne et en Italie, la France est un des derniers pays dans lequel le licenciement pour motif économique n'est pas clair. Non, mais Dans ça, les c'est pays du complètement- nord de l'Europe, et j'ai regardé les réglementations absolument Non, mais- partout, non, mais- dans les réglementations dans le nord de l'Europe, le juge ne regarde pas l'activité économique de l'entreprise parce que c'est extrêmement compliqué à savoir. Même quand on est spécialiste de management, on a du mal à savoir si l'entreprise va bien ou va mal sur son marché et quelles sont ses perspectives. Alors un juge, c'est encore plus difficile et parce que tout simplement ils n'ont pas forcément les moyens et le temps d'investiguer de manière précise. Alors préciser de manière très claire, comme l'a fait l'Espagne dernièrement, les conditions sous lesquelles on peut licencier pour motif économique, c'est de nature à favoriser l'embauche en CDI au détriment des embauches en CDD. Et c'est ce qu'on a observé en Espagne. Non, mais c'est Stéphane Carson. Non mais laissez-moi terminer s'il Mais vous plaît. non, mais ça On va c'est laisser, faux. C'est pas faux. Mais si, C'est pas faux. On a regardé des centaines de milliers d'observations Non, sur les. non. Il y a eu un article vendredi dernier. On laisse un peu Non, Dominique mais il y Méda a eu- Non mais répondre. attendez, laissez-moi Non, mais- terminer, c'est oui, très non, mais important parce que sinon moi je elle a m'en pas pu vais. répondre à votre première Non mais attendez, intervention. laissez-moi terminer, sinon c'est pas la peine que je vienne si Bah, je je peux vous pas ai laissé parler. terminer. Bon. Alors, j'ai pas terminé. Alors, on a regardé ce qui s'était passé en Espagne en 2013 après la réforme de 2012 qui a instauré des critères extrêmement clairs sur le licenciement économique en disant effectivement qu'après 4 trimestres de baisse de chiffre d'affaires, l'entreprise pouvait engager une procédure de licenciement économique. Ce dont on s'est rendu compte en regardant les entreprises qui avaient eu accès à cette réforme et en les comparant à des entreprises qui n'avaient pas eu accès à cette réforme, dans l'année qui a suivi la réforme, donc avec une méthodologie très simple, comme en médecine, avec un Mais- groupe de traités mais et un c'est groupe de faux. contrôle. Non, mais- Laissez-moi terminer, Non, s'il mais vous plaît. Dominique Méda On va s'est pas rendu parler compte depuis que les entreprises avaient créé 300 000 CDI supplémentaires en embauche par rapport à l'année précédente. On s'est rendu compte que les CDD avaient diminué. Et on s'est rendu compte que la productivité de ces entreprises s'était améliorée. Voilà. Alors maintenant, on peut continuer à nier les faits Je crois qu'on a- et s'appuyer sur des grandes théories, mais l'économie, c'est quelque je crois chose qui qu'on a s'appuie compris. sur des Enfin, considérablement, sur un nombre de données considérable. Je vous ai laissé Il y a terminer. des exemples. Dominique Méda n'a pas parlé depuis longtemps. Je Non, pense qu'il mais- est temps qu'elle vous réponde parce qu'il y a un désaccord Regardez, complet. dans Le Monde de vendredi dernier, donc il y a un article de 6 économistes, ce sont des économistes et juristes, qui expliquent que ce que vous avez dit dans votre article à 31 est totalement faux, que c'est pas ça qui s'est passé. Non mais lisez-le, Non, c'est mais- pas ça qui s'est passé. Mais Mais écoutez, regardez-le. moi, ça me... Là, on Mais parle- je veux dire, ça ils m'a- a- ça m'a- Alors pourquoi Expliquez-nous, Dominique Méda. Là, votre article C'est quoi à cet 31, argument d'autorité, là? Mais c'est pas un Bah, argument c'est d'autorité. clairement un Les argument mecs sont d'autorité. espagnols. Juste, je Ils précise sont espagnols, qu'il ils fait sont référence à économistes. 2 textes signés dans le monde, l'un où vous étiez signataire de Wikimedia, l'autre où Stéphane Carcello était signataire sur la loi El Khomri, qui était évidemment en désaccord. Je vous laisse répondre pourquoi c'est faux. Mais pourquoi c'est faux Alors pourquoi? Expliquez-nous pourquoi c'est Mais faux. bien sûr, vous nous dites, en Espagne, il y a eu des réformes merveilleuses qui ont permis de créer 350 000 CDI que des jeunes sont venus immédiatement occuper. Eux nous disent, il y a eu 300 000 emplois créés et immédiatement après, 6 mois après, beaucoup plus d'emplois complètement détruits, que les jeunes n'en ont pas profité et qu'il y a eu une explosion du travail précaire. Donc il faut qu'on regarde tout, vous ne pouvez pas prendre juste un tout petit bout. De toute façon, mais pour revenir sur cette discussion-là, il y a une fixette
depuis 15 ans de la part d'un certain nombre d'économistes sur les réformes du marché du travail qu'on ne peut pas comprendre, parce que c'est pas ça le problème fondamental. Non mais vous dites il faut sécuriser, etc. On peut licencier facilement. On a eu l'arrêt page jaune et l'arrêt SAT qui permettent parfaitement de réorganiser les entreprises comme on veut. Ça, c'était très clair. D'ailleurs, El Khomri, la ministre, nous dit simplement qu'elle va juste faire remonter dans la loi la jurisprudence. Donc la jurisprudence le permet tout à fait. Idem pour toutes les autres formes de licenciement. On peut licencier en France très facilement. Simplement, il faut juste y mettre les formes. C'est normal quand on vire quelqu'un d'y mettre les formes. Et il faut un peu payer. Voilà, c'est tout à fait normal. De même, on peut travailler plus de 35 heures. Il faut simplement payer des heures supplémentaires. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cette fixation chez un certain nombre d'économistes sur ces réformes, alors que, là encore, pardon, je vous deux autres petits papiers. Un papier, la dernière étude de l'Organisation internationale du travail sur les réformes du marché du travail, qui dit qu'ils ont observé 110 pays et que les réformes du marché du travail, elles baissent le taux d'emploi et elles augmentent le taux de chômage. Voilà, c'est la toute dernière. Et puis, alors, un truc plus intéressant quand même, non mais qui nous gêne, quoi, qui nous gêne, parce que le rapport de la Commission européenne sur le programme national de réforme de la France pour 2015, où la Commission européenne exige de la France, en 2015, la loi El Khomri, en gros. C'est-à-dire, elle dit, nous vous invitons, nous vous demandons de réformer le droit du travail afin d'inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat indéterminé, à faciliter les dérogations aux dispositions juridiques générales, etc. Donc, voilà, moi, il me semble qu'il faut qu'on arrête de se focaliser là-dessus, parce que ces mesures-là, ça n'est pas ça qui crée du chômage. On a créé plein d'emplois avec ce code du travail entre 1997 et 2002. C'est pas ça qui nous empêche de créer des emplois. Il faut qu'on élargisse notre regard et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'activité, en effet. Si les carnets de commandes étaient pleins, ça irait mieux. Qu'on a sans doute de mauvais positionnements stratégiques. Qu'on a eu, il ne faut pas oublier ça quand même, l'Allemagne a eu à un moment un comportement non coopératif et a fait une telle modération salariale qu'elle nous a taillé des croupières et qu'on n'est pas arrivé, en effet, à rattraper les choses. Donc il y a des tas de facteurs, oui, structurels qu'il faut examiner, mais je ne pense pas que l'urgence absolue, ça soit de continuer à démanteler le droit du travail. Alors, s'il vous plaît. Comme vous l'aurez remarqué, donc c'est la nuit des débats, c'est pas la nuit du consensus. Malheureusement, il est déjà 22h25. Dans 5 minutes commence un autre débat qui n'a rien à voir, puisque ça s'intitule « Foi et philosophie face aux catastrophes ». Mais le débat mérite d'être continué, donc je vous propose de le continuer soit près de la table de la librairie Palimpseste, soit dans les tentes qui sont installées près des food trucks. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci.